Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 semaines après le comité des signataires extraordinaires à Paris, voici réunis sur ce plateau les représentants des 5 principales formations ou partis politiques du pays. De l'avis général, ce rendez-vous à Matignon a vu souffler l'esprit des accords. Il a permis de faire des pas de géant dans la résolution des querelles sur les corps électoraux. Cette entente, si elle se finalise, si elle se maintient, devrait permettre d'aborder plus sereinement la réflexion sur la sortie de l'accord de Nouméa. Nous allons débattre de cela avec vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons donc autour de cette table Harold Martin, au titre du rassemblement FPU Front pour l'Unité. Bonsoir. Gilles Brial, vous êtes là pour l'UCF, l'Union pour la Calédonie dans la France. Bonsoir. Philippe Gomez, député, vous êtes là pour Calédonie Ensemble. Bien sûr. Gérard Régnier, vous êtes le secrétaire général de l'Union calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. Et Victor Tutugoro, vous êtes là au titre de l'UNI, qui représente essentiellement l'UPM et le PALICA. Alors pour ce débat, nous avons recueilli un certain nombre de réactions ou de questions à Koné, à Nouméa également. Nous les égrenerons au fil de l'émission. On commence tout de suite. Jean-Noël Méraud et Maurice Ségou sont partis à votre écoute et je vous invite à écouter attentivement. En Calédonie, ils ne sont pas capables de s'entendre. Quand ils arrivent en France, ils sont tous copains, copines, les bras dessus. Pourquoi ne pas le faire ici et puis discuter ici? Ils ont besoin d'aller en France pour se comprendre. Comme ils parlent tous de destin commun, est-ce qu'entre eux ils s'entendent? Entre chaque parti, ils s'entendent entre eux pour parler de destin commun. Voilà, j'ai envie de dire des réactions frappées au coin du bon sens. Alors la jeune fille la disait à l'instant, votre crédibilité, elle prend un coup parce que vous parlez de destin commun, mais en fait, dans vos actes, vous ne fabriquez pas le destin commun. Vos réactions? Qui veut commencer? Harold Martin, peut-être? Oui. Alors, moi, je comprends tout à fait ce type de réaction. C'est vrai que ces dernières semaines n'ont pas été glorieuses. On a vu toute une série d'actions des uns contre les autres. On a vu le président Germain au gouvernement saccailler ses petits camarades avec les collaborateurs. Oui, alors la question, c'est pas sur ce qui s'est passé, mais oui, sur, mais alors après, évidemment... Pourquoi vous le faites, quoi? Les individus, c'est vrai qu'ensuite, les individus, ils ont du mal à croire. Surtout qu'en Calédonie, on ne croit pas si facilement que ça. Donc moi, je comprends tout à fait la réaction. Donc moi, j'ai une explication, hein, ça je peux peut-être la donner maintenant. L'explication, c'est que d'abord, on s'est retrouvé des délégations restreintes, centrées autour des signataires de l'accord de Nouméa. Donc là, vous répondez à l'autre question, c'est-à-dire pourquoi ils s'entendent à Paris et pas ici? Ben, c'est pour répondre au monsieur, voilà. et notamment à la dame. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé en petite délégation, ce qui n'est pas le cas des années précédentes, centrée sur les signataires. C'est vrai qu'on a une histoire commune, les signataires. Ça fait 27 ans que ça dure. On s'est affrontés, etc. Ce que le Premier ministre de la France a bien rappelé. Et ensuite, on a su assumer nos responsabilités. On a su trouver des solutions. La Calédonie vit dans la paix depuis 27 ans. Elle a formidablement progressé. Il reste certes encore bien des injustices dans ce pays, des inégalités. Mais enfin, on en a comblé un certain nombre. Et la Nouvelle-Calédonie avance et on ne peut pas dire le contraire. Voilà. C'est la responsabilité des uns et des autres. Alors, quand ça chauffe, quand on se retrouve à Paris avec le Premier ministre de la France, eh bien, il y a un sentiment profond qui nous anime, qui est celui de la responsabilité. Et puis, on a l'habitude de se respecter, de se comprendre. Et dans les grandes occasions, on sait le faire. Et je veux le dire comme ça parce que, il ne faut pas croire, comme j'ai entendu, qu'on s'est arrangé à Paris dans le dos des Calédoniens, des petits trucs, des petits machins, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas tout ça. Mais ensuite, je voudrais lui dire deux autres choses rapidement. C'est que aussi le Premier ministre de la France a donné le ton dès le départ dans son discours. Alors on va peut-être en reparler de l'État, oui. Voilà. Et deuxièmement, Pierre Frogier a fait un discours politique, comme il sait le faire dans les grandes occasions, pas forcément à la télévision, mais dans les grandes occasions. Il a rappelé l'histoire, il a fait passer une émotion, il a dit des choses, il a rappelé un certain nombre d'événements, il a cette expérience, et puis surtout, il a dit aussi des choses en clair à l'État. Ce que nous, on avait du mal à supporter toutes ces dernières semaines, ce qu'il ne faut pas faire, et puis de reprocher aussi à l'État de ne pas jouer son rôle. Okay. C'est tout ça qui a fait... On va peut-être revenir simplement à la réaction de ces deux téléspectateurs. Est-ce que vous êtes
Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais simplement, pour finir sur... On va débattre de l'État. Mais pour finir sur la jeune fille qui parlait du destin commun, faut peut-être lui apprendre, parce qu'elle est jeune, que ça fait 27 ans que ce pays vit dans la paix et dans le développement. Et bien ça, c'est ça le destin commun. C'est ça que nous avons réussi à faire. Alors, tout n'est pas parfait, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais enfin, en tout cas, c'est déjà ça. Et quand je regarde dans la zone autour, merci Harold Martin, on va peut-être laisser la parole aux autres quand même. Donc, en quoi cette délocalisation, est-ce qu'elle libère la parole finalement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Harold Martin? Pour l'Union calédonienne, je rappelle, et je vais peut-être faire certains reproches, que normalement on aurait déjà dû avoir cette émission l'année dernière. Je m'étais présenté d'ailleurs pour venir débattre et rappeler quelques vérités. On a trop laissé de gens s'exprimer et exprimer beaucoup de mensonges. C'est dommage. Alors, effectivement, on aurait dû avoir cette émission, mais je dirais que faute de certains combattants, nous n'avions d'autres possibilité pour nous, Nouvelle-Calédonie première, que de nous plier aux règles du CSA, équité, voilà. Une fois que j'ai dit ça, je rappelle que l'Union calédonienne a boycotté le dernier comité des signataires, celui du 3 octobre, tout simplement parce que l'État se refusait d'aborder ce sujet. Ce sujet des listes électorales provinciales. Pour nous, c'est important. Il faut qu'on sorte de cette problématique. On ne peut pas continuer à rester dans l'affrontement et en même temps préparer le référendum de 2018. C'était véritablement une volonté de notre part. Donc quand ce comité des signataires s'est présenté à nous, bien sûr, et là je rejoins totalement Harold Martin, nous sommes des responsables. C'est-à-dire que nous devons prendre nos responsabilités à un moment donné. Sinon, qui d'autre peut le faire? Et donc, par rapport à ça, et là où je rejoins aussi Harold, c'est que je peux vous dire que l'État en a pris pour son grade aussi. L'État n'est pas là aujourd'hui, forcément, puisque c'est un débat politique. Mais l'État a trop laissé les choses déraper, dériver. Et donc, il était grand temps de se retrouver, de se parler, de rappeler certaines choses, et surtout de remettre les choses à plat. Moi, je ne dis pas qu'un souffle nouveau est dans ce comité des signataires. On a simplement rappelé notre responsabilité par rapport aux engagements que nous avons pris lors des accords de Matignon, lors des accords de Nouméa. On est dans cette suite de responsabilités qu'on doit assumer. Et donc, à partir de là, il nous fallait pouvoir retrouver les fils du dialogue et surtout tenter de proposer des pistes qui nous permettent de sortir de l'affrontement pour aller vers la construction. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre Manuel Valls a eu un ton extrêmement ferme et il vous a pratiquement dit vous ne sortirez pas d'ici sans avoir trouvé une solution. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il fallait vous recadrer les uns et les autres? Si vous permettez, Charlotte Rich, sur la première question sur le destin commun, puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, je crois que c'est important. D'abord, ce comité des signataires est nouveau, pour une simple raison, c'est que ceux qui ont boycotté le précédent sont venus à celui-là. Donc, il est sûr que c'est plus facile de dialoguer quand tout le monde est autour de la table que lorsqu'il y a un certain nombre de chaises vides. Vous avez eu beaucoup de comités des signataires où tout le monde était là, quand même. Oui, il y a un certain nombre de comités des signataires où tout le monde était là. Ils ont toujours abouti à un relevé de conclusion qui a été validé par tout le monde, d'ailleurs, sauf celui de juillet 2010. Donc oui, c'est une pratique, mais en l'espèce là, le dernier comité des signataires, celui d'octobre 2014, a été boycotté par une partie donc, du Rassemblement UNP, par l'Union calédonienne. Donc c'est le retour à la table de ces formations politiques-là, et moi c'est ce que j'ai salué, et je les ai remerciés, parce que je considère que ça fait partie de ce que j'appelle le nouvel état d'esprit constructif. Ça ne veut pas dire que tout est fait, tout est réglé, mais ça veut dire qu'on est dans une démarche qui a déjà des valeurs un peu plus positives. La seconde chose qu'il faut dire à la jeune fille, c'est qu'un dialogue, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas tous les jours, on est d'accord sur tout, on chemine ensemble, parfois on s'entend, parfois on s'oppose, parfois on se dispute, et puis parfois on trouve un consensus. Et le moment était venu, pour le dialogue qu'on a noué sur les corps électoraux, de trouver un consensus. Et puis enfin la troisième chose, c'est qu'on n'a pas parlé à Paris comme ça pour la première fois du sujet. On a eu quasiment 40 heures de débat au Congrès sur le sujet, en commission et puis dans l'hémicycle. On a eu une réunion avant chez le haut-commissaire, sous sa présidence, pour parler du sujet. Donc ce que je veux dire, c'est que Matignon, le comité des signataires, c'est l'aboutissement d'un processus, d'un échange avec les indépendantistes, entre non-indépendantistes, avec Paul Néautine, avec Rocco Mitan, avec Charles Ouachetine, avec Louis Mapou, avec Jacques Lallier et avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on arrive, au bout du compte, à ce qu'un accord soit trouvé. On ne peut que s'en féliciter. Donc voilà, les choses ne sont peut-être pas toujours compréhensibles vues de l'extérieur, mais en réalité, il y a un cheminement intérieur qui nous a permis de progresser jusqu'à ce point. Brial ?
Oui, merci. Alors, il y a deux choses. C'est une particularité calédonienne, mais pas que liée aux politiques. C'est-à-dire que le dialogue social a été remis en place quand il y a des sessions du dialogue social qui se sont faites à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là qu'ils ont réussi à trouver, les partenaires sociaux, un accord sur l'emploi local dans le secteur privé. Mais il y a également le thème. C'est-à-dire que ce comité des signataires était centré sur le corps électoral. Et c'est un thème fondamental qui est un risque d'affrontement. Les événements, ils sont liés à une revendication indépendantiste, mais également à un boycott des élections. Enfin, je vous rappelle l'image, la photo d'Éloi Machoro brisant l'urne. C'est une non-acceptation d'un corps électoral qui était un homme, une voix. Et cette non-acceptation, cet affrontement qui a eu lieu derrière, on a la même non-acceptation si c'est les loyalistes qui sont mis dos au mur. Donc l'importance des deux sujets, le corps électoral du référendum et celui des élections provinciales, obligeait l'ensemble des politiques de Nouvelle-Calédonie à un moment trouver un accord, parce que plus on approche de l'échéance, plus la pression montait. Et on voit qu'il y a eu des manifestations qui ont été organisées avec beaucoup de monde dans la rue. Et je les remercie, les Calédoniens sont en grande partie responsables des accords qui ont été trouvés à Paris. Et le thème central, c'est bien ce corps électoral pour le référendum de sortie et pour les élections provinciales qui peut mettre le feu aux poudres. Et c'est ça qui fait qu'ils se sont obligés à s'aimer. On va en parler un peu plus dans le détail. Victor Tondiboro, vous ne vous êtes pas exprimé. J'aimerais peut-être vous demander, est-ce que votre perception de l'État et de la position de l'État a changé après ce comité? Peut-être pour revenir sur les deux questions qui ont été données par les deux téléspectateurs. Alors, sur la partie de destin commun, ça reste un objectif à construire, à mettre en place. C'est un objectif vers lequel on construit. Mais je crois qu'il faut valoriser le fait que c'est un cheminement qu'on a fait. On est venu de tellement loin les uns des autres. Et je crois que les 30 ans qui se sont écoulés ont fait que, oui, petit à petit, on s'est rapprochés. Mais aujourd'hui, ça reste encore. On s'est beaucoup rapprochés aujourd'hui qu'il y a 30 ans, oui, effectivement. Mais ça reste encore à construire, à mettre en œuvre. Et donc, pourquoi aller à Paris? Je crois que Philippe Gomez l'a indiqué. Paris, c'est le résultat de tout un processus de dialogue, de discussion qui s'est passé et au Congrès, dans les commissions, dans les réunions des ateliers institutionnels, qui fait qu'ils ont trouvé leur aboutissement à Paris. Et oui, effectivement, quand les gens sont présents autour de la table et qui jouent le jeu, donc de discuter, ben oui, on arrive à un résultat comme on l'a connu à ce dernier comité des signataires. Et oui, moi je suis parmi ceux qui disent que ça fait un moment qu'on n'a pas vu cet esprit-là. Et oui, effectivement, il y a un vent nouveau, un souffle nouveau plutôt, mais qui reste aussi à le maintenir, à faire qu'il perde. Ça, c'est la question. Voilà. Très rapidement, et après on passe à une nouvelle réaction. Est-ce que les uns et les autres, vous avez aujourd'hui davantage confiance en l'État? Moi, je vais répondre à cette question, à celle que vous avez posée juste avant. Est-ce que le Premier ministre nous a enfermés, nous a fouettés un peu en disant « vous restez dans cette salle ». Non, il ne s'agit pas de ça. Le Premier ministre, c'est les socialistes, moi je suis républicain, donc il ne va pas me dire ce que je dois faire. Non, ça mais il a été très ferme quand même, c'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai dit qu'il avait fait un discours de qualité. Et quand je dis qu'il a fait un discours de qualité, il a dit les choses en clair. En plus, c'est un communicant, Manuel Valls, donc il a le mérite de bien s'exprimer. Mais il a aussi reconnu que l'État, c'est ce que disait Gérard Regnier, que l'État, ces derniers mois, n'a pas fait son travail, parce qu'à force de vouloir pas prendre parti pour les uns et les autres, cette espèce de statu quo, l'État était devenu spectateur et plus acteur. Et donc rien n'est avancé. Et je vous rappelle que nous, on n'a pas arrêté de demander des comités des signataires. Frogier l'a écrit. Moi, j'ai été le dire aux uns et aux autres à Paris. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien cette nécessité qu'il fallait se retrouver et s'entendre, et qu'on avait cette capacité à s'entendre. Voilà. Il a fallu faire une manifestation, parce que c'est bien parce qu'on a fait cette manifestation qu'on s'est retrouvé à Paris. M. Briel l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette manifestation que l'État a bien voulu nous entendre. Mais ce qui est appréciable aujourd'hui, et c'est ça qui a permis qu'on puisse vraiment discuter, c'est que le Premier ministre a été clair, et puis il l'a bien dit, notamment quand il a repris la parole, ce qui se fait rarement. Il a fait son discours d'abord, un discours qu'il a lu, mais ensuite il a repris la parole pour répondre précisément à Pierre Frogier et aux accusations de Pierre Frogier. Et c'est très clairement qu'il a dit « Je reprends ce dossier, je suis motivé, j'ai des raisons politiques, des raisons personnelles, c'est très fort ».
Et vous pouvez compter sur ma motivation. Et c'est ça dont on a besoin, et c'est ça que voulait dire aussi Gérard Régnier. On a besoin de ça pour avancer. Donc quand on demande à l'État de se réunir et que l'État ne le fait pas, eh bien effectivement, ça commence à mal se passer ici. Voilà. Et je pense que l'État en a tiré tous les enseignements. Voilà. Alors nous allons maintenant en venir, à moins que vous vouliez ajouter un mot rapide sur l'État. Oui, un mot sur l'État. Alors, je n'ai pas tout à fait la même perception que Carole Martin sur le sujet. Je crois que sur cette affaire de corps électoraux, l'État a été malhabile. Et que l'observation juridique du Conseil d'État, il aurait dû la traduire politiquement tout de suite dans le projet de loi, au lieu d'attendre et de finir par la traduire à ce comité des signataires. Fermons la parenthèse. Mais oui, Manuel Valls a été clair. Je le cite. Les épreuves de force, les menaces, les boycotts, les ultimatums ne feront rien avancer. Ça, c'est très clair. Et donc, moi, je suis heureux qu'il ait dit ça, qu'ensuite un certain nombre ait réagi autour de cette table, et qu'à la sortie, on ait pu, sur la base d'un discours ferme, clair, net, trouver un consensus. C'est vrai que le Premier ministre s'investit personnellement dans ce dossier, et je crois que lorsqu'un Premier ministre s'investit personnellement, comme ça a été le cas de Rocard à une époque, Jospin à une autre époque, c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut de l'autorité, et il faut du sang-froid, et il faut avoir le sens des responsabilités. Je crois que le Premier ministre actuel a ces qualités nécessaires pour faire avancer le dossier calédonien. Bon, donc on va parler maintenant un peu plus dans le détail. Oui, Madame, sur l'État. Peut-être l'État de notre point de vue. Moi, je retiens que l'État a indiqué qu'il n'a pas d'enjeu en Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas d'enjeu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enjeu? Il n'a pas d'enjeu que celle de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Je rappelle que l'accord de Nouméa, il a été fait à Troyes, il a été conclu à Troyes, et chacun a sa responsabilité dans la mise en œuvre de cet accord. Nous, les partenaires locaux, on a nos responsabilités dans la mise en œuvre des choses qui nous relèvent, nous, et l'État de son côté. Mais c'est un partenariat à Troyes. C'est un partenariat à Troyes où chacun doit dire ce qui ne va pas, et on continue et on s'accompagne comme ça pour une bonne mise en œuvre de l'accord. Mais c'est un partenariat à trois. Gérard Régnier? Oui, je vais peut-être dénaturer un peu les prises de parole des uns et des autres en disant que nous, on a aussi voulu interpeller l'État par le biais de l'ONU. Et je pense que depuis ces 4-5 dernières années, on a remis en marche un système pour faire en sorte que la France n'est pas engagée toute seule dans l'accord de Nouméa. C'est dans l'accord de Nouméa, elle a l'obligation de tenir informées les instances internationales. Et dans cette j'allais dire, information, nous avons joué pour dire attention. Les choses ne vont pas très bien. Et je pense que l'État a obligation aussi de réagir par rapport à ça, parce qu'il est sur la scène internationale. Et donc, je pense que c'est aussi un des enjeux qui nous attend sur les 3 années. Et d'ailleurs, je pense que nos camarades non-indépendantistes l'ont bien compris, puisque depuis peu, maintenant, ils vont régulièrement à l'ONU, tout comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Donc, je résume qu'en fait, vous êtes tous plus ou moins contents du nouveau positionnement de l'État. On va maintenant venir au cœur de vos discussions sur les corps électoraux. Auparavant, écoutons ce que les Calédoniens ont sur le cœur. On paye ses impôts, ça c'est un fait, mais on ne peut pas participer à l'élection des élus de la province, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez demander aux élus à ce sujet? Pourquoi on n'élargit pas plus? Pour moi, il faudrait que tout le monde puisse voter, comme on est dans le même pays. Qu'ils soient francs, qu'ils disent devant toute la population ce qu'ils pensent ou leur orientation, qui soit claire. Je pense que c'est plutôt politique. Donc, si on veut s'entendre, il faut essayer que chacun fasse un peu la part des choses et puis que tout le monde puisse en profiter, quoi. Je trouve normal, en tout cas, qu'il y ait un choix politique et démocratique par rapport à ça. Ça, c'est normal. Et puis ne pas faire voter tout le monde, parce que sinon, on ne s'en sort plus, quoi. Tout le monde arrive dans le pays, on est un pays français, et puis tout le monde débarque et tout le monde vote. Non, on ne peut pas. Il faudrait quand même que ce soit bien contrôlé pour qu'il n'y ait pas... qu'on n'ait pas à se battre encore comme dans le passé, quoi. Moi, personnellement, je pense que tous devraient voter. Comme notre terre, en tant que Kanak, appartient à tout le monde. Et que, voilà, quoi. Pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes, quoi, tout le monde doit voter. Je préfère pas m'exprimer là-dessus parce que je vais être méchant. D'accord ? Ok.
À force de faire glisser le corps électoral, on va tous se retrouver à plat ventre. Voilà, on a terminé par un sourire, mais finalement, c'est aussi une réalité. Alors, une dame disait il faudrait que tout le monde puisse voter. Est-ce que c'est imaginable un jour ? On pourrait peut-être parler de ce qui a été décidé on va le faire, pour illustrer quand même, parce que... On va le faire. Le reportage montre bien la complexité du dossier du corps électoral. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui disent qu'il ne faut pas ouvrir le corps électoral à tout le monde. Ça, c'est plus une revendication indépendantiste. Et on a des personnes qui, eux, estiment, parce qu'ils travaillent, ils investissent dans ce pays, ils créent des emplois, ils créent de la richesse, qu'un jour, ils aient le droit de voter. Et donc, on a deux logiques qui s'affrontent. Mais ce n'est pas un jour peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui avait été accepté par les Calédoniens, c'était quand même un corps électoral glissant, qui passait en corps électoral gelé. Moi, je suis contre ça, mais on applique la loi, il est gelé. Ça a été éclairci grâce aux accords et au dernier comité des signataires. Mais on est bien dans des dispositions transitoires, c'est-à-dire que ce corps électoral, il peut être gelé parce que l'accord Nouméa va un jour avoir une fin. Il faudra remettre sur la table, sur les discussions d'après-accord de Nouméa, qui pourra voter en Nouvelle-Calédonie. Et ça ne pourra pas être les personnes, uniquement les personnes qui sont arrivées le 8 novembre 1998. Parce qu'en 2018, après ça sera en 2028, les personnes seront là depuis 30-40 ans, ne pourront pas participer au scrutin. Ce n'est pas possible. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut faire ça étape par étape avec des discussions. Alors l'accord auquel vous êtes parvenu à Paris, on va le rappeler dans les grandes lignes. Pour la liste référendaire, l'automaticité d'inscription est retenue pour tous les natifs et pour leurs enfants. Et pour les listes spéciales provinciales, le 8 novembre 1998 est accepté par vous tous comme la date butoir pour la restriction du corps électoral. Voilà, c'est... Donc, rapidement sur la liste référendaire, parce que je pense que c'est ce qui a posé le moins de problèmes. Si vous permettez, sur la liste référendaire, non, ça a posé quand même pas mal de problèmes, puisqu'on a démarré en octobre 2014 avec un accord, et puis on s'est retrouvé quelques mois après avec un désaccord. Donc, ce qu'il faut expliquer aux Calédoniens, c'est que nous nous sommes tombés d'accord, les uns et les autres, sur le fait qu'était inscrit d'office, ce n'est pas une question de droit de vote, qui peut voter ou pas voter, c'est qui est automatiquement inscrit sur la liste référendaire et qui ne l'est pas. Donc sont inscrits d'office 85% des Calédoniens. Ces 85% des Calédoniens, ce sont les Calédoniens qui étaient inscrits sur la liste de 98 pour le référendum sur l'accord de Nouméa, ce sont les Calédoniens de statut civil coutumier, c'est-à-dire les Kanaks, ce sont les Calédoniens qui sont nés après le 1er janvier 89, dont l'un des deux parents est inscrit sur la liste de 98 et qui sont eux-mêmes électeurs aux élections provinciales. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie et qui sont inscrits également sur la liste pour les élections provinciales parce que le Conseil d'État a considéré que l'inscription sur la liste pour les élections provinciales tenait lieu de centre des intérêts matériels et moraux. Ça veut dire qu'au total, on aura à peu près... On considère 85%, c'est-à-dire 120 à 130 000 Calédoniens qui vont être inscrits d'office. Ça ne veut pas dire que les autres ne pourront pas voter, Charlotte Rich, c'est ça qui est important que les Calédoniens comprennent ce soir. Les 15% de Calédoniens qui ne sont pas concernés par ces 4 catégories pourront effectuer des démarches individuelles, remplir des papiers, apporter des documents à la commission ad hoc, de façon à pouvoir eux aussi être inscrits et participer au référendum de 2018 sur l'indépendance. Vous acceptez Philippe Gomez comme porte-parole pour ce résumé ? Non, c'est factuel. Non. On peut le corriger, mais je voulais revenir, non pas sur l'explication, mais sur cette donnée de destin commun. On a quand même une particularité en Nouvelle-Calédonie. C'est qu'en plus d'être citoyens européens, français, nous sommes citoyens de ce pays. Ça a quand même été une volonté politique que nous avons mis en place. Donc, cette notion de citoyenneté... réellement, je pense que c'est à ce comité des signataires que nous allons parler, parce que le destin commun pour nous, mais je pense que pour nos camarades en face, il est fondé sur une appartenance à quelque chose. Et cette appartenance, c'est cette citoyenneté. Et je crois que j'écoutais les différentes interventions, on peut les comprendre. On peut les entendre, les écouter, mais il faut aussi écouter l'histoire de ce pays. Tout à l'heure, Gilles Brial parlait de Éloi Machereau coupant l'urne, etc. Il n'a pas refusé la démocratie. Il a refusé quelque chose qui a été édicté par l'État, et ce n'est pas nous qui avons inventé le mot. C'est la colonie de peuplement
déclarée par Pierre Messmer pour minorer le peuple kanak dans son propre pays. C'est une déclaration d'un Premier ministre de la France, 72. Et quand Éloi Machoro coupe l'urne en 84, c'est ça qu'il remet en cause. Il ne remet pas en cause la démocratie. Il remet en cause cet état de fait. Et donc, quand on négocie aussi bien à Matignon, par Jean-Marie Tjibaou, qu'à Nouméa, c'est cette volonté de dire, voilà, les gens qui sont concernés par l'avenir, qui sont concernés par le passé, par l'histoire, et qui sont concernés par l'avenir. Et donc, cette restriction, ce droit fondamental du droit de vote, on s'est mis d'accord pour dire, oui, il nous faut un temps pour retrouver les fils du dialogue, retrouver les fils du vivre ensemble pour permettre justement d'édifier un pays nouveau où en fait on va s'identifier, se retrouver. Et je pense que c'est important de revenir sur cette citoyenneté qui nous est particulière. Il n'y en a pas d'autre au niveau... Alors, ce qui nous importe aussi aujourd'hui, c'est que vous soyez tombés d'accord à Paris pour nettoyer, disons, les listes électorales, en prenant donc comme curseur la date du 8 novembre 1998. Et là, j'ai envie de dire que ceux qui ont créé la surprise, c'est vous, les indépendantistes, qui aviez des positions très tranchées. Qu'est-ce qui vous a fait lâcher ? Elles sont toujours tranchées, nos positions. Oui, mais vous avez quand même accepté... Vous allez vite en besogne, Madame Rich. Le premier déclenchement, c'est qu'on a dit il y a litige entre nous. Il y a litige. Identifions ce litige. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire la date, 8 novembre, pas 8 novembre, etc. La deuxième marche que nous devons passer, c'est d'identifier en nombre ce que cela représente, en masse, ce que cela représente. À partir de là, on se doit de se retrouver et de regarder si dans une démarche commune, nos partenaires vont être d'accord pour radier des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales spéciales provinciales aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est déjà acté ou pas. Et de l'autre côté, regardez si nous suspendons notre démarche de recours par rapport à ces personnes-là. Mais ça, ce n'est pas encore fait. Et votre condition complémentaire, à savoir justifier d'une inscription sur la liste de 98 ? C'est une référence. Ça, je l'ai dit et je peux le redire ici. Je veux dire, aujourd'hui, la loi, elle est pour nous. C'est la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation. La loi est pour nous. Elle est inscrite, c'est comme ça. C'est d'ailleurs ce qui fait changer la prise de parole du Premier ministre Hérault de 2014 avec la prise de parole de Emmanuel Valls en 2015. Voilà, alors donc c'est une intervention qui appelle une réponse, 3 réponses ? Oui. D'abord, moi je voudrais redire là sur le reportage, vous avez posé une question sur la restriction du corps électoral. Donc ce qu'on s'aperçoit à votre reportage, c'est que les plus jeunes sont pour l'ouverture à tout le monde, et puis les plus anciens sont pas pour l'ouverture, c'est ça. Ça dit, c'est un petit peu le hasard de ce qu'on appelle un micro-trottoir. Oui, mais globalement, c'est ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes connaissent mal leur histoire. Et le vieux Kanak avec sa barbe blanche, là, il dit bien les choses. Hein. Il dit qu'il faut continuer la restriction parce qu'il ne faut pas qu'on commence à se rebattre comme avant. Ben oui, mais je crois que ça veut tout dire. Parce qu'il y a une règle du jeu. Pourquoi on a fait 88 après le drame d'Ouvéa, après le sang, etc. Parce que on a réussi à se comprendre sur un certain nombre de points et on a fait des concessions de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire que nous, on a accepté la restriction du corps électoral parce qu'elle était essentielle, sinon il n'y avait pas d'accord. On a accepté l'amnistie des crimes de sang, ce qui n'était pas rien à l'époque. Hein. Mais en revanche, les indépendantistes ont accepté que ceux qui vivaient ici puissent voter. Et ça, c'est la règle du jeu, elle est incontournable. Et justement, quand on était tous en train de parler avec le Premier ministre, on a bien redit ça. Il ne s'agit pas de changer le dispositif. On reste sur le dispositif. Donc je crois qu'il faut aussi un peu de pédagogie pour expliquer aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette histoire. Mais ensuite, pour pas mélanger les genres, il y a le corps électoral de sortie. On était globalement tous d'accord. C'est-à-dire que nous en particulier, on a râlé, et je ne suis pas tout à fait d'accord quand Philippe Gomès fait le porte-parole. Pourquoi ? Parce que l'État qui doit respecter ce subtil équilibre entre nous, c'est ce subtil équilibre depuis 1988 qui nous a permis d'arriver ici entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et on arrive à quoi ? Alors Philippe Gomès dit que l'État était malhabile. Non, l'État s'est moqué de nous. Pour au bout du compte que
pour ceux de statut civil coutumier, c'est-à-dire les Kanaks, ils ont une inscription d'office, et nous, on traite en plus de natifs. Moi, ça m'insupporte d'être traité de natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, pour nous, il fallait aller s'inscrire. C'est inacceptable. Et c'est ça qui nous a fait aller. Et je ne suis pas sûr que c'est parce que l'État était malhabile, c'est parce que l'État, à un moment donné, s'est moqué de nous. Ils ont rectifié la ligne. C'est effectivement une bonne chose. Voilà. C'est ça le produit de la manifestation dans les rues de Nouméa. Voilà. Et ce qui est incontestable, c'est que c'est un pays où la pression marche, la pression des personnes dans la rue a fait changer l'État. Je suis d'accord avec Carole Martin sur le fait que souvent l'État, quand il y a un désaccord entre indépendantistes et loyalistes, il acte le désaccord. Quand nous, on estime être dans nos droits et que les indépendantistes ne sont pas d'accord avec nous, l'État va souvent prendre parti contre nous. Et quand les indépendantistes sont d'accord, c'est l'inverse. On nous dit c'est un plus comme ça. Et c'est ce sentiment qu'on avait avant ce comité des signataires. Et c'est une bonne chose que le Premier ministre se soit emparé de ce dossier parce que ça a permis de faire avancer là-dessus. Donc je ne sais pas si, tout à l'heure, vous demandez si on avait plus confiance en l'État. En tout cas, on a peut-être moins de défiance. Après, on n'en demeure pas moins que ça a été très compliqué. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donné un avis majoritaire contre un texte qui, une semaine après, était déposé au Conseil des ministres sans tenir compte de l'avis des membres du Congrès. Donc c'est quand même compliqué quand vous êtes comme ça. Mais là, vous considérez qu'on a fait un pas en avant important Oui, parce qu'ils ont, à Paris, je dis parce que moi j'y étais pas, ils ont su se parler, ils ont su retrouver cet esprit-là, et je reviens là-dessus. L'importance de l'enjeu du corps électoral a fait qu'ils savent tous, loyalistes et indépendantistes, à quel point c'est dangereux et à quel point, quand on approche de l'échéance de 2018, il faut se mettre d'accord, et c'est ce qu'ils ont su faire, et c'est une bonne chose. Victor Tutugro. Oui, madame. Je voudrais rappeler simplement qu'il s'agit ici d'inscription automatique sur les listes. Là, on parle donc de la liste référendaire. Voilà. D'une manière générale, le comité des signataires, il était axé sur ça, sur l'inscription sur les listes, l'inscription automatique. Ce n'est pas la question du droit de vote. Les gens qui sont répertoriés dans les articles 219, mais ils gardent leur droit de vote. C'est simplement une question d'être inscrit automatique ou pas. Oui, mais et donc, après, pour les provinciales, c'est quand même important ce qui s'est passé. Il y a le débat entre les copains à droite, là. Il y a le débat aussi de la surenchère électorale, qui fait aussi que les choses, ils sont un peu sorties de la cible première. C'est simplement l'inscription, mais les gens gardent leur droit de vote et ils peuvent justifier. Mais c'était important quand même de parler des provinciales, parce que c'est ça qui pourrissait le débat. Voilà, on en viendra après aux élections provinciales. Pardon. Ouais. Peut-être un mot sur le sujet. Moi, je reviens au préambule de l'accord, parce que faire de corps électoral, c'est vrai, mais c'est pas uniquement de la technique, quoi. Je partage l'opinion de Gérard Régnier. C'est que la citoyenneté calédonienne n'est pas sortie comme ça de l'œuf un beau matin. La citoyenneté calédonienne, c'est la construction du pays. Un peuple autochtone qui est là depuis 3000 ans, d'autres peuples qui arrivent pendant les 150 années de la colonisation, qui contribuent à la construction du pays. Et le préambule de l'accord qui dit les uns et les autres doivent désormais conjuguer leur légitimité pour construire un destin commun. Et le socle de cette construction pour qu'on avance ensemble, c'est la création de la citoyenneté calédonienne. C'est ça qui est fondamental. Et c'est parce que tu es citoyen calédonien que tu as le droit de voter. Au départ, la revendication indépendantiste, seuls les Kanaks avaient le droit de voter. 83, Nainville-les-Roches, première ouverture de Jean-Marie Tjibaou, qui dit les Kanaks et les victimes de l'histoire. Yéwéné, explicite qu'est-ce que c'est les victimes de l'histoire, c'est être né en Nouvelle-Calédonie et avoir au moins l'un de ses deux parents né en Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, 88, signature des accords de Matignon et Jean-Marie Tjibaou qui accepte au nom du FLNKS que tous ceux qui étaient là en 88 puissent participer désormais à la vie du pays. Donc c'est ce long cheminement qui a été heurté, qui a connu son lot de morts, de tristesse, de souffrance, de douleur, qui nous conduit aujourd'hui à ce que peuple kanak et autres peuples qui ont construit le pays essayent de cheminer ensemble pour construire le destin commun. Et sur cette route, il y a l'affaire des corps électoraux, où parfois, effectivement, on a des frictions, parce que c'est un sujet d'une sensibilité extrême par rapport à l'histoire même de notre pays. Donc à Paris, vous avez pris un certain nombre de décisions. Maintenant, il va falloir passer aux actes. Et vous avez apparemment commencé cet après-midi. Vous étiez tous ensemble dans une réunion de travail post-comité signataire. Oui. De quoi avez-vous parlé ? Alors, mais quand même, pour bien préciser pour les téléspectateurs, sur le corps électoral de sortie, on est aujourd'hui d'accord. On attend maintenant que le Parlement vote nos amendements.
Il y a encore ce passage, hein. On ne sait jamais des fois avec les parlementaires. Hein. On ne sait jamais. Bon, bref. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour les provinciales. Il faut plonger au Sénat, il ne faut pas s'inquiéter. Mais donc, il y a la question maintenant, qui n'est pas encore réglée, Jean Araignée l'a dit, du décor électoral provincial. Provinciaux, effectivement. Mais ceci dit, on a bien avancé, il l'a dit, moi je le rejoins. Pourquoi ? Parce que c'est bien la première fois qu'on en parle. Et là, le Premier ministre de la France, que je critique par ailleurs, il est socialiste, je ne le suis pas. Mais là, je vais dans son sens, parce qu'il a été très clair sur le sujet. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on aille au fond des choses. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas tout réglé, mais on a mis au moins une méthode en place. Donc, cet après-midi, vous en avez parlé. Voilà, mais il faut bien voir que le corps électoral des provinciales est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire voter ceux qui sont arrivés avant 98. Ben oui, mais il faut toujours se mettre dans la tête, c'est compliqué, mais il faut se mettre dans la tête qu'au départ, le corps électoral, il était glissant. Donc, ceux qui avaient 10 ans, au bout de 10 ans, ils votaient. Donc, il y en a qui étaient arrivés, on va dire, 8 ans avant 98, et qui ensuite, ils avaient fait les 10 ans, donc ils ont pu aussi s'inscrire. Donc tout ça vient compliquer les choses. Et c'est vrai que l'Union calédonienne dit, mais il y a des gens qui ont été inscrits sur les listes électorales provinciales après 98, est-ce que ceux-là, ils ont le droit ? Alors c'est tout à fait compliqué. Par exemple, dans ma commune, j'en ai plein, mais sauf qu'ils étaient dans d'autres communes, ils avaient déjà voté. Seulement, quand on prend le dossier à Païta, on ne voit pas ce qui s'est passé avant. Donc c'est une affaire compliquée. Mais l'engagement a été pris de dépioter tout ça. Et c'est le haut-commissaire qui va le faire. Voilà, alors ce que les gens ont envie de savoir ce soir, c'est que maintenant on passe aux actes. Est-ce que vous passez aux actes ? Et par exemple, qu'est-ce que vous vous êtes dit cet après-midi dans cette première réunion post-comité des signataires ? Lequel vous y étiez présent ? Oui. On s'est dit, et je crois qu'on est tombé d'accord cet après-midi, pour mettre en place ce groupe de travail pour continuer à cheminer ensemble. Alors sur quel point précis ? Pratiquement sur tous les points. Pratiquement sur tous les points. Les amendements, etc., on les a reçus ce matin. On ne les a pas tous vus, on ne les a pas tous, véritablement allés au fond. On s'est donné rendez-vous ou pas rendez-vous, tout dépendra des personnes qui seront libres pour lundi matin, pour pouvoir remettre notre avis sur ces amendements, s'ils correspondent bien, puisque de l'esprit vient la lettre, s'il correspond bien donc, sur ce qu'on s'est dit et sur là où nous sommes tombés d'accord. Donc lundi, c'est ce point de rendez-vous sur des amendements qui vont être proposés à la commission des lois du Sénat qui se réunit le 24 pour une séance du Sénat le 29, il me semble. 29. Voilà, donc ça c'est le premier travail sur lequel on s'est tous engagés de faire. Corps électoral pour le référendum. Pour le référendum. Pour la liste sur ce provinciale. niveau-là, il y a aussi des amendements concernant la mise en place des experts, etc. Donc c'est tout ça. Sur le comité... experts, pardon, il faut être précis, des experts, ce que vous appelez des hommes dits de confiance pour évaluer le litige électoral, c'est ça ? Non, ça c'est encore autre chose. C'est une commission qui a été rajoutée donc, pour pouvoir évaluer la problématique des CIMM, la problématique qu'on rencontre au sein des commissions administratives spéciales. Du Centre des intérêts matériels et moraux. Voilà. Vous voulez vraiment en venir aux élections provinciales. Alors, ce groupe de travail, on a proposé au commissaire, parce que je n'avais pas l'impression que c'était sa vision des choses, qu'on puisse se retrouver au sein de ce groupe de travail et qu'on puisse identifier toutes les problématiques et qu'on puisse travailler justement sur le cahier des charges qu'on va donner par rapport à comment on mesure ce litige. Parce qu'il ne faut pas simplement regarder si les personnes sont arrivées avant 98 ou après le 8 novembre ou avant. Il y a tout un cas de personnes. J'étais le premier à le dire, mais ça n'a pas été relevé dans le relevé de conclusion, pour dire que les cas qui sont litigieux, grosso modo, je pense 5500, il y en a qui sont arrivés avant 88, mais qui se sont inscrits longtemps après. Donc on voit bien qu'il faut véritablement identifier tout ça, qu'on chiffre véritablement c'est quoi le litige qu'on a entre nous et qu'on puisse savoir exactement on parle de quoi. Parce que c'est pareil, on parle de doutes sur 5500, mais ce n'est que des doutes, on n'a aucune preuve. Et donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, la mise en place de ce groupe de travail pour travailler sur un cahier des charges, pour regarder, on a parlé d'experts de confiance. Donc, il faut bien qu'on se mette d'accord quel est... Le profil de ces personnes. Parce que tout est voulu. On a tous voulu qu'on prépare au mieux le référendum de 2018. Et donc,
Arrivé en 2018, il faut que les choses soient les plus transparentes, soient les plus claires pour l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des populations. C'est ça l'objectif. Et pour ce faire, on est obligé d'avancer véritablement pas à pas. Parce que c'est pas quand on va arriver la veille de 2018 en disant « Ouais, mais l'homme de confiance qu'on a mis n'était pas tout à fait de confiance » ou l'expert qu'on a nommé. Non, c'est maintenant qu'il faut faire les choses et c'est là-dessus qu'on va être vraiment très serré, très calé. Victor Tutugoro, quand vous êtes allé au titre de l'UNI à cette réunion parisienne, vous n'étiez pas très chaud en fait pour traiter ces dossiers-là des provinciales. Est-ce qu'au final, vous êtes satisfait de l'évolution des choses? Alors, nous sommes allés au comité de signataires, mais nous n'étions pas demandeurs de ce comité de signataires. Nous, l'UNI, nous sommes allés parce qu'il y a eu un problème politique qui s'est posé donc après le rendu du Conseil d'État, après l'avis rendu par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons découvert à Paris un certain nombre de modifications, enfin de propositions plutôt, faites par le gouvernement dans le sens d'aller... et nous, donc, on était animés à essayer de trouver une porte de sortie. Parce qu'il fallait trouver une porte de sortie, donner un signe aux citoyens à la Nouvelle-Calédonie pour dire que on veut s'en sortir, on veut franchir ensemble l'étape qui vient. Et donc, d'emblée, nous avions dit que nous, on était d'accord sur les propositions, dans la prise de parole dès le départ. Nous avons dit qu'on était d'accord. Alors, effectivement, j'ai entendu noter 4 fois que M. Pierre Froger a dit qu'il n'avait pas confiance au gouvernement. Et donc, dans cet esprit-là, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse on s'assoit par le haut. Parce qu'il faut donner un certain nombre donc, de perspectives aux Calédoniens. Donc, j'estime qu'on a fait la part qui nous revient à nous pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Maintenant, alors effectivement, il y a à préparer le reste du travail, parce que tout est encore à préparer avant, pour la sortie, de la question à la poser pour la sortie. Nous, on espère que ceux qui ont boycotté jusque-là, tous les ateliers, et je vous regarde mes camarades, ceux qui ont boycotté jusque-là les ateliers, qu'on puisse reprendre, parce qu'il nous semble à nous qu'il y a un souffle nouveau. Il faut peut-être traduire ce souffle nouveau, que l'on continue à cheminer ensemble, comme vous l'avez dit, par rapport à ce comité des signataires. Charles Autriche, si vous me permettez, sur le sujet, moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'à ce comité des signataires, tout le monde a fait un effort. Tout le monde a fait un effort. Le Palika et l'UNI ont accepté de parler d'un sujet, l'UNI, qui n'avait pas été souhaité au départ sur le corps électoral provincial. L'Union calédonienne a accepté de participer de manière constructive alors qu'elle avait boycotté le précédent comité. Le FPU également. Donc moi, ce que je souhaite avant tout dire, c'est qu'il y a eu une volonté convergente de l'ensemble des formations politiques de renouer sérieusement les fils du dialogue. Et donc on a réussi des avancées essentielles sur des sujets essentiels. Maintenant, il faut bien distinguer les deux sujets. Celui sur l'inscription d'office, il est réglé à 90%. Des amendements qu'on a examinés cet après-midi vont être déposés au Sénat, ensuite adoptés à l'Assemblée nationale. Et donc, à notre sens, je crois qu'on peut dire que sur la liste électorale pour la sortie de l'accord de Nouméa, le référendum de 2018, il n'y a plus de problème sur qui peut être inscrit d'office et qui doit faire des démarches individuelles. Sur le corps provincial, Charles Autriche, c'est différent. C'est différent. C'est le sens un petit peu de ce qu'a dit Gérard Régnier. 1, on s'est parlé. 2, on a identifié notre différend. 98, établi ou installé avant 98, selon nous, a le droit de voter. C'est l'esprit de la réforme de 2007. La jurisprudence de la Cour de cassation, défendue par l'Union calédonienne, c'est qu'il faut être inscrit sur la liste électorale de 98. Et donc, il y a un débat sur 3500 à 5500 électeurs. Donc, on a identifié ce différend et on a dit, dans la perspective du prochain comité des signataires, on va analyser la nature, on va quantifier ce différend. Sur ces 3000, 4000 ou 5000 Calédoniens, quels sont ceux qui effectivement étaient arrivés avant 98, quels sont ceux qui sont arrivés après 98. Et sur la base de la quantification de ce différend, on va essayer de construire le compromis politique qui nous permettra quoi ? Qu'aux prochaines commissions électorales début 2016, c'est ce que je souhaite, c'est ce qu'on souhaite tous, je crois, on ne soit plus les uns et les autres
à manifester devant les grilles du Haut-Commissariat pour dire on veut radier des Calédoniens, et nous à dire c'est un scandale de retirer le droit de vote à des Calédoniens qui l'exercent déjà. Est-ce qu'on peut dépasser ça? Parce que si on veut arriver à dialoguer pour la sortie de l'accord, il faut arriver à dépasser cette question-là. Je crois qu'on est en tout cas bien parti pour arriver à la dépasser. Voilà, c'est une façon de se projeter dans l'avenir. Et avant de poursuivre, je vous convie à écouter d'autres réactions. Moi, je demande aux élus d'être plus près de la population. Hein. Il ne faut pas seulement rester dans les bureaux, mais ou là-haut, descendre, aller dans les tribus, dans les communes, et voilà, être tout près de la population, parce que nous, on a besoin, s'ils sont là-haut, c'est nous qui avons voté pour eux. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que si on prend l'indépendance, est-ce qu'on est capable de gérer la Calédonie? Au niveau du gouvernement, ils ne s'entendent pas déjà entre eux. Alors j'espère que pour l'avenir du pays, ça sera bon, quoi. Parce que nous, la population, on s'inquiète. Qui bouge un peu, parce qu'on a en gros que 2 ans. Hein. Que 2 ans en gros pour le travail, et puis qu'ils fassent le nécessaire. Moi, je ne suis pas spécialement inquiet. Il faut qu'on construise le pays ensemble, de toute façon. Qu'il est temps, et que le tout, c'est de trouver effectivement la bonne formulation pour que le choix se fasse au mieux pour le pays. Pour moi, je verrais bien que la Calédonie, on travaille comme d'habitude, ensemble, tout. Je veux que ce soit calme, quoi, dans la paix. Voilà, vous l'avez entendu, une inquiétude plus ou moins grande face aux échéances qui s'approchent. Une notion d'urgence aussi qui a été exprimée. Mais la question c'est, urgence pour faire quoi? Alors, est-ce que vous allez réfléchir à une solution consensuelle? Est-ce que vous allez simplement réfléchir à comment organiser la consultation telle qu'elle est prévue dans l'accord? Je pense que c'est l'occasion peut-être de faire un tour de table sur ce que vous souhaitez à ce moment précis pour la Calédonie. Gilles Brial? Oui, alors nous on a fait campagne en disant 2015 doit être une année utile, c'est-à-dire qu'on doit être capable de dialoguer d'abord entre loyalistes et après avec les indépendantistes pour que chacun mette sur la table son projet de société. Alors on a perdu un peu de temps, ça a été un peu compliqué avec ce qui s'est passé au gouvernement. Et moi, mes 2 collègues là se sont aimés à Paris, j'espère qu'on arrivera à le faire en Nouvelle-Calédonie. Vous confirmez? Vous confirmez? Mais en tout cas, il faut avancer. Il faut avancer. On est vraiment près du mur. Il y a cette échéance qui va arriver. Quoi qu'il arrive, il y aura un référendum au plus tard en 2018. Qu'il soit, nous on le souhaite en tout cas, qu'on négocie aujourd'hui entre loyalistes, puis après avec les indépendantistes, et que si on n'avance pas, même qu'on l'avance ce référendum, le temps d'incertitude n'est pas bon pour l'économie calédonienne. Mais il y aura de toute façon un référendum qui soit éclairé, qui soit sur un 3e accord, mais pour qu'il serve à la Nouvelle-Calédonie, ou sur l'indépendance, qu'il serve à la Nouvelle-Calédonie, il faut être capable, comme ils ont été capables de le faire à Paris, de mettre sur la table quels sont les projets de société qu'on a. Et aujourd'hui, on entend peu parler des projets de société pour l'après-accord de Nouméa. Il y a quelqu'un qui en parle, c'est l'Union calédonienne de projets de société, mais je voudrais d'abord entendre le représentant de l'UNI. Pour vous, c'est quoi? Alors, nous, on reste dans l'accord de Nouméa. Pour le moment, on n'en bouge pas. Nous avions dit que nous avions 2 ans utiles devant nous, 2015-2016, pour préparer ensemble la sortie de l'accord. Je rappelle que la question à la sortie, c'est dans la Constitution de la République française, la consultation elle se fait sur l'accès à la souveraineté. Et donc, voir après, il faut qu'on discute entre nous pour trouver les bons équilibres dans cette perspective de consultation à la souveraineté, mais qu'il fallait la caler durant les 2 années utiles, 2016-2017, 2015-2016. Parce que 2017, les élections reviennent. Certains parient sur un retour de Sarkozy. Oui, là vous parlez présidentielle et législative au niveau national. On ne sait pas ce qu'il va... Nous, à l'Union, on dit on ne sait pas ce qu'il va faire de plus que ce qu'il a déjà fait. C'est vous les Calédoniens qui décidez de ce que sera votre destinée. Et donc, voilà, nous, on se place dans cette perspective-là pour préparer avec tout le monde, et on souhaite que
tous nos groupes, tous les responsables politiques, tous les signataires puissent intégrer les ateliers de travail pour qu'on les prépare ensemble, que ce soit vraiment des espaces de discussion, de débat, pour qu'on trouve les bons ajustements, qu'on s'entende sur les bons ajustements pour la sortie. Mais la sortie, elle sera ce qu'on aura décidé ensemble de ce qu'elle sera. Alors, on parlera du projet de société peut-être tout à l'heure. Philippe Gomez, Harold Martin, rapidement, parce que vous avez pris beaucoup d'avance sur vos camarades. Le référendum, oui, le référendum éclairé, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et le troisième accord aussi. Je pense que chaque jour qui passe, il progresse, le référendum éclairé. Le référendum éclairé, c'est simple, c'est préparer le jour d'après. C'est quelque chose que tout le monde a compris, c'est-à-dire le jour d'après le référendum, si le pays est indépendant, c'est quoi cette indépendance? Elle s'organise comment? Quelle est l'organisation des pouvoirs publics, le régime des libertés publiques, les relations avec la France, est-ce qu'elles subsistent ou pas? Au plan économique et financier, les 150 milliards de francs CFP que l'État apporte chaque année à la Nouvelle-Calédonie, s'ils n'existent plus, comment ça fonctionne? Quid de la nationalité, simple, double, obligatoire, facultative? Bon, pour faire simple, qu'est-ce que c'est cet État indépendant dont nous parlent les indépendantistes et qui pourrait voir le jour si les Calédoniens le décident au lendemain de l'accord? Et puis pour nous, le référendum éclairé, c'est aussi, s'il y a un non à l'indépendance qui est hautement probable selon nous, à partir de ce moment-là, cette Nouvelle-Calédonie qui reste au sein de la République, comment elle s'organise? Est-ce qu'on reste avec les compétences telles qu'elles existent aujourd'hui, avec le gouvernement proportionnel et collégial qui est celui qu'on a aujourd'hui? Quid du corps électoral? On ne va pas le surgeler encore 25 ans, ce corps électoral. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en clair, le référendum éclairé, c'est construire une Nouvelle-Calédonie de façon à ce que les Calédoniens, Charlotte Riche, quand ils mettent leur bulletin dans l'urne, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, ils ne votent pas simplement sur des slogans. Ils votent sur un projet de société. Et Charlotte, je vous le dis, si on discute pendant les 2 années qui viennent sérieusement, en laissant de côté les postures politiciennes les uns les autres, 90% du projet de société politique, économique et sociale, qu'on soit indépendantiste ou qu'on soit non indépendantiste, on trouvera un accord. Et oui, on va se différencier sur 10%. Il y en a qui veulent une nationalité propre et un État, un siège à l'ONU, et puis d'autres qui souhaitent rester dans les limites de la République. C'est pour ça que pour nous, le référendum éclairé, c'est continuer à travailler ensemble, à vivre ensemble et en paix, tout en respectant les convictions de chacun. Merci. Donc pour le rassemblement FPU, le troisième accord ou une solution nouvelle est aussi toujours d'actualité? Oui. Je voudrais reprendre ce qu'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a dit, quand il a notamment répondu à Pierre Faugier, et d'ailleurs je dis bien qu'il a répondu à Pierre Faugier, c'est-à-dire qu'il a voulu donner un signe manifeste à Pierre Faugier de ce qu'il disait, mais donc il a dit que lui il avait une feuille de route. Sa feuille de route, c'était que dans la loi, c'était une question, pour ou contre l'indépendance. Et donc, tel qu'il a présenté les choses, moi, il m'a semblé qu'il fermait la porte au référendum éclairé. C'est-à-dire que la question, elle ne peut pas changer. C'est pour ou contre l'indépendance. Il l'a bien redit. Mais il a dit aussi que si un certain nombre d'acteurs le souhaitaient, eh bien que ça pouvait aussi être un nouvel accord. Mais qu'il y avait des oppositions à ce nouvel accord. Voilà, il a été très clair. Et donc, quand j'entends Victor Tutugoro parler de souffle nouveau, moi, mon souffle nouveau, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, j'ai fait quasiment tous les comités des signataires, et ce que je constate à celui-ci, c'est que depuis la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre, on a voulu nous imposer une espèce de ligne que j'ai appelée un axe, avec une mission, Chris Nartmert, c'était pas clair, c'était même un peu étonnant, ça faisait peur, et puis surtout le plus grand flou. Alors on vient ici pour nous expliquer je ne sais quoi sur les compétences régaliennes, etc., etc. Et bien le souffle nouveau pour moi, c'est que le Premier ministre a remis les choses en ordre, c'est-à-dire que il me semble que les socialistes ont reculé sur cette ligne qui était partie. Voilà. Et donc il me semble que les choses sont plus claires et on peut désormais être assuré. Il en reste pour nous qu'il faut négocier, il faut trouver des solutions, comme on l'a fait en 88, comme on l'a fait en 98, parce qu'une fois qu'on aura voté, qu'on sera allé au référendum, qu'on se sera écharpé au référendum, après il se passe quoi? Tout le monde le sait bien, après il se passe quoi? Voilà. Alors à l'Union calédonienne, vous parlez beaucoup à nouveau de votre projet de société. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que c'est une sorte de main tendue pour tout le monde? C'est quoi le sens de ce projet de société? Nous restons indépendantistes. Nous sommes pour la pleine souveraineté de ce pays. Notre projet, c'est de faire en sorte qu'un plus grand nombre puisse passer cette marche ensemble. Pourquoi? Parce que
un résultat 50-50 d'un côté ou de l'autre, ce serait très mauvais pour la Nouvelle-Calédonie, très mauvais pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses habitants. Nous souhaitons véritablement faire en sorte d'accéder à la pleine souveraineté en amenant le plus grand nombre de personnes. Parce que le jour d'après, c'est simple, on est ensemble pour faire les choses. Donc c'est notre objectif, faire par la démocratie, faire par le vote ce passage. Et on peut penser que derrière, ça permettra que la Calédonie reste en paix, soit prospère, etc. Donc c'est véritablement cet objectif-là qu'on vise. Alors notre projet de société, il existait déjà. C'est ce qui a basé le fondement des revendications, c'est ce qui a basé le fondement des négociations, que ce soit l'accord de Matignon ou l'accord de Nouméa. Notre projet de société existe. Simplement, nous l'avons réactualisé. Pourquoi ? Forcément, le monde a changé depuis. Les choses ont évolué, le développement économique n'est plus le même. Et surtout, nous avons vécu une période ensemble. C'est-à-dire que nous nous sommes imprégnés aussi, j'allais dire, de nouvelles réalités ensemble. Et donc, notre projet de société, c'est simplement le réactualiser, c'est prendre en compte tout ce vécu pour se projeter dans l'avenir et véritablement engager cette démarche vers l'avenir. De toute façon, il est simple que à aucun moment, le centre de toute cette démarche ne pourra être retiré. Quel est-il, ce centre ? C'est l'indépendance. C'est l'accession à la pleine souveraineté. Que ce soit 2018 ou 2022, ça restera cet axe-là, parce qu'il n'y a pas d'autre axe, c'est celui-là. Alors, notre projet de société que nous avons arrêté au niveau de l'Union calédonienne, nous l'avons déjà soumis au bureau politique de mardi, du FLNKS, donc c'est véritablement quelque chose que l'on souhaite ouvert pour permettre l'adhésion, mais aussi la participation, c'est-à-dire prendre en compte les attentes, prendre en compte les besoins des uns et des autres. Nous tournerons à un moment ou à un autre, bien sûr, vers les non-indépendantistes, mais les futurs nationalistes, pour permettre justement l'adhésion de ces gens. Nous souhaitons aller directement vers la population. Pourquoi ? Parce que cette politique de la peur, il faut y mettre fin. Il faut arrêter cette politique de la peur. Et c'est vrai que si on repasse directement par les partis politiques, nos propositions vont être, j'allais dire, totalement modifiées. Je voudrais quand même finir, Charlotte. Rapidement, Gérard Régnier, parce que vous aussi, vous avez beaucoup parlé ce soir. Ce que je voulais dire, cette main tendue, qu'elle soit pour le corps électoral, pour qu'on arrête de s'affronter, pour le projet de société. On est toujours dans cette main tendue, dans les groupes de pilotage, dans les comités, sur les thèmes, la défense, etc. On y est. Simplement, cette main tendue que nous avons fait aussi pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on le regrette. Mais on espère qu'à la suite de ce comité des signataires, nos 3 camarades qui sont en face, et je suis d'accord avec Gilles Brial, il va falloir arrêter les querelles, quoi. Parce que d'ici 2018, nous avons des réformes engagées. Et si eux continuent à pourrir la situation comme elle est en train de se pourrir, on n'y arrivera pas. On va aller vers l'échec. Mais je ne dis pas nous allons aller vers l'échec. Nous allons aller tous à l'échec. Et ça, ce serait trop grave pour la Nouvelle-Calédonie. Merci Gérard Régnier. Gilles Brial, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Oui, mais je suis d'accord avec une partie de ce que dit Gérard Régnier, mais on voit bien que finalement, après les accords de Matignon, après l'accord de Nouméa, il y a un pari qui avait été fait en 1988, quand Jean-Marie Tjibaou serre la main de Jacques Lafleur. Jean-Marie Tjibaou se dit, il se donne 10 ans pour convaincre les loyalistes que l'indépendance, c'est le bon projet. Et Jacques Lafleur se dit, il se donne 10 ans pour convaincre les indépendantistes que finalement, l'indépendance, c'est pas la bonne chose. Et 30 ans après, quasiment, on est toujours sur ces mêmes besoins, en tout cas exprimés d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter, et je ne partage pas ce qu'a dit Harold tout à l'heure sur l'écharpe, il faut arrêter d'avoir peur du référendum. Le référendum, il est prévu. Je pense que les Calédoniens ont mûri, ils sont capables d'avoir un référendum d'ici 2 ou 3 ans sur oui ou non à l'indépendance, et de se retrouver, ce référendum sera le temps zéro de la construction d'après, et de se retrouver et de se dire, bon, ben, si les indépendantistes ont gagné, il y a l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait ? Si les loyalistes ont gagné, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour construire ce destin commun ? Et ça ne veut pas dire que si les Calédoniens se sont exprimés majoritairement pour le maintien de la Calédonie dans la France, que la revendication indépendantiste va s'arrêter. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on doit construire quelque chose qui correspond à la volonté de la majorité des Calédoniens, quitte à revenir, comme le fait le Québec, et nous c'est ce qu'on avait proposé aux élections provinciales à l'UCF, à un référendum qui se fait ce qu'on appelle un référendum générationnel, tous les 20-25 ans, et qu'on redemande l'avis. Mais qu'entre-temps,
on construise. Parce que là, aujourd'hui, on laisse s'installer l'incertitude, on laisse une politique entre loyalistes qui se dégrade et qui ne participe pas à la construction d'un pays. Et on voit qu'en face, on a des indépendantistes qui ont remis à jour un projet de société qui date de 30 ans et qui se le partagent entre eux. C'est surtout celui de l'Union calédonienne, il faut peut-être quand même le préciser. Ils sont dans une démarche, en tout cas, de présentation aux autres. Charlotte Rich, si vous me permettez, sur le sujet, au lieu de voir le lendemain du référendum ce qu'on fait, nous, à Calédonie Ensemble, on préfère préparer avant ce qu'on a vocation à faire le lendemain du référendum. Mais de manière positive, parce que je crois que si on ne prend pas les choses de manière positive, on aura du mal à avancer. Moi, je crois que la notion d'assemblée référendaire, qui est défendue par l'Union calédonienne, la notion de troisième accord, qui est défendue par Pierre Frogier, la notion de référendum éclairé, que nous défendons au-delà des mots, au-delà de la sémantique. Je crois que nous avons une même perception de ce référendum, c'est-à-dire il nous faut préparer nos populations à vivre ce moment-là de notre histoire. Il faut nourrir le dialogue entre nous pour que ce moment-là de l'histoire ne soit pas un moment de division, un moment de heurt, mais un moment aussi de rassemblement dans le respect des convictions de chacun. Et si on sort des postures, si on sort des mots et si on accepte tout simplement de venir dialoguer, moi j'espère que mes amis sur la droite vont venir aux réunions sur l'avenir institutionnel, puisqu'aujourd'hui Calédonie Ensemble est la seule formation politique à discuter sous la houlette de l'État avec les indépendantistes et l'Union calédonienne. Je souhaite que ce comité des signataires donne ce nouveau départ au dialogue pour l'avenir. À partir de ce moment-là, je crois que les Calédoniens auront davantage confiance sur notre capacité à construire un destin commun. Les chaises vides, ça ne permet pas la construction d'un destin commun, en tout état de cause. Victor Tutugoro, vous vouliez... je pensais que vous vouliez intervenir. Non, juste peut-être moi pour rajouter à Philippe Gomez. Rapidement, Gérard Régnier. Et si nos institutions fonctionnent normalement et qu'on crée justement ce débat et pas qu'on s'affronte à tout bout de champ et plus particulièrement au sein de notre gouvernement. C'est un appel que je lance solennel ce soir. Victor Tutugoro. Je voulais simplement redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Philippe Gomez l'a rappelé. Il est essentiel que nos camarades reviennent dans les discussions qu'on fait pour préparer l'avenir, parce que c'est notre avenir commun, je disais tout à l'heure. L'avenir sera ce qu'on aura décidé ensemble. Nous, c'est vrai qu'on défend l'option indépendance, la souveraineté, c'est simplement pour avoir d'autres types de relations avec la France. Ce n'est pas une relation de dépendance. On va avoir d'autres types de relations. Mais cette souveraineté-là, c'est la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas la souveraineté des Kanaks. Ça y est, on a dépassé ça. C'est la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, de tous les citoyens, avec l'organisation politique, l'organisation sociale, qui seront décidées ensemble, avec toutes les réformes qui vont avec. Voilà. Oui, et ensuite on passe bientôt à la conclusion, oui. Bientôt à la conclusion. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas participé au réunions localement ? Parce qu'on n'avait pas confiance sur cette espèce de ligne qui était tracée depuis Paris. On avait d'abord une mauvaise impression, c'est-à-dire qu'on voulait nous faire des choses dans le dos, d'une part, et puis d'autre part, qu'on allait se retrouver là devant d'un mauvais fait accompli. Mais la question maintenant, c'est quand est-ce que vous retournez discuter ? Un mauvais fait accompli. Donc c'est comme ça qu'on a boycotté. Aujourd'hui, il y a... Victor dit c'est un souffle nouveau. Moi, je dis que cette ligne socialiste a reculé et qu'on repart dans le bon sens. Très bien. Donc, on recommencera à discuter, on recommencera les discussions. Mais c'est très intéressant le débat entre Gilles Brial et puis Gérard Régnier. Parce que Gérard Régnier dit, mais de toute façon, l'indépendance, elle est incontournable. C'est ce qu'il dit. Il dit, si c'est pas en 2018, c'est en 2022. Enfin, bon, bref, c'est la dépendance. Il faut être pour la dépendance. Eh bien oui, mais c'est bien ça la difficulté. C'est que c'est tout à fait honorable, l'UCRS pour l'indépendance. Mais si on va au référendum dans ces conditions-là, mais bien des Calédoniens vont dire « mais je vais au référendum pour que ceux qui sont indépendantistes y perdent et qu'on n'en parle plus après ». Mais c'est ça dans la tête des gens. Et c'est ça. Il ne faut pas arriver à cette extrémité. Et quand Gilles dit « non, je ne suis pas d'accord, il faut aller au référendum », oui, ben le lendemain, ceux qui auront gagné le référendum te diront « il faut aller maintenant jusqu'au bout ». Et tu leur expliques à l'UC qu'il n'y a plus d'indépendance, c'est fini, ils vont se faire foutre. C'est ça le fond de l'affaire. C'est bien ça. Voilà, c'est un sujet difficile. Enfin, en tout cas, merci à ceux qui sont là d'avoir des propositions intéressantes. C'est sa version, c'est la version d'Harold Martin et sa théâtralisation, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les Calédoniens, ils ont mûri. On le voit bien, les jeunes ont évolué sur la façon de voir les choses. Les indépendantistes ont évolué, mais pour ça, il faut discuter. Mais
Il ne faut pas avoir peur de ce référendum. Il faut arrêter de l'agiter comme un chiffon rouge en leur disant, vous les loyalistes, c'est ce que fait le FPI aujourd'hui, il ne faut pas aller au référendum parce que vous allez le gagner, c'est pas bien, vous allez vous en mordre les doigts. C'est pas comme ça que ça marche. On peut discuter, on peut le mettre en place si on n'est pas capable de se mettre d'accord. Tout le monde souhaite un nouvel accord, un référendum éclairé. Tout le monde souhaite qu'on se mette d'accord, sauf qu'il faut les conditions. Et si on n'est pas capable de les créer, ces conditions, il faut aller au référendum. Et si on n'est pas capable de les créer, peut-être qu'il faut faire appel à l'État. Peut-être qu'on voit que quand les indépendantistes et les loyalistes sont réunis par l'État, ils arrivent à se mettre d'accord. Mais il faut peut-être que les loyalistes discutent d'abord en tête-à-tête avec l'État, que l'État discute en tête-à-tête avec les indépendantistes. C'est ce qui s'était passé en 98. L'État avait commencé. Et peut-être que c'est ça qui réussira à nous mettre autour de la table, mais construit de façon constructive. Il nous reste à peine 5 minutes. Alors, en forme de conclusion, j'ai envie de vous demander, il y a 2 échéances relativement proches qui seront peut-être une sorte de test pour savoir si l'embellie parisienne, c'est-à-dire le dialogue retrouvé, va continuer. Premier test, c'est la réélection du président du Congrès, bientôt. Et puis l'autre, c'est en début 2016, c'est le vote sur le transfert ou pas de l'article 27. Alors comment est-ce que vous vous situez dans ces échéances-là? Est-ce que vous êtes prêts à discuter ensemble ou non? Tous voter pour le même président, c'est ça que... C'est pas ça la question. C'est non, ça y ressemble quand même. Est-ce que vous allez vous battre ou est-ce que vous allez... Non, mais la démocratie, c'est une compétition aussi. C'est une compétition électorale, c'est une compétition dans les institutions, c'est des projets qui sont défendus, débattus. Chacun a sa sensibilité ici. Tout le monde n'est pas identique à tout le monde, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes. Ça fait partie de la démocratie dans un pays et c'est une bonne chose. Il y a la moitié des pays du monde dans lesquels l'expression démocratique n'est pas possible. Donc on doit se féliciter en Nouvelle-Calédonie parce que aujourd'hui, au sein de la République, on a la capacité à s'exprimer, à défendre ses points de vue. En ce qui concerne maintenant la présidence du Congrès, pour nous, la Calédonie Ensemble, il faut que le Congrès incarne la sensibilité majoritaire qui existe en son sein aujourd'hui. Cette sensibilité majoritaire, c'est la sensibilité non indépendantiste, puisque 29 élus sur 54 sont de sensibilité non indépendantiste. Donc pour nous, la Calédonie Ensemble, il est évident que cette présidence doit échoir à l'un des élus qui relèvent de l'une des 3 formations de sensibilité non indépendantiste. Merci Philippe Gomès, on a bien entendu. On fait un tour de table pour terminer. La prochaine échéance, ce n'est pas forcément des votes, c'est demain. C'est demain. Si on sort de ce comité des signataires et on n'est toujours pas capable où on ne refuse de faire fonctionner le gouvernement, c'est qu'on a échoué lors de ce comité des signataires. Il faut que ce gouvernement fonctionne. Nous avons besoin des réformes si nous voulons continuer à aller jusqu'au bout de l'accord de Nouméa, dont l'article 27 dont vous avez cité tout à l'heure. L'échéance, elle est dès demain pour que le gouvernement fonctionne. Gérard Régnier, collégialement merci. Et solidairement. Je crois qu'il faut continuer à conforter nos institutions. Il ne faut pas que le Congrès soit encore un sujet de division demain. Je crois que il faut discuter. Je regarde mes copains de droite parce que c'est eux qui ont la majorité au Congrès. Il ne faut pas que... On a besoin de stabilité aujourd'hui. On a besoin de stabilité. On a besoin de... pour justement préparer les échéances de sortie qu'on vient de dire. On a besoin de stabilité. Si vous avez besoin de nos coups de main, on est prêt à apporter aussi le coup de main. Mais voilà, on a besoin de stabilité pour préparer la sortie. Sur l'article 227. L'article 27, oui. On est des indépendantistes, on est pour l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie et on est pour que ça soit transféré à la Nouvelle-Calédonie. Ok, merci. Gilles Brial, Harold Martin, vous avez 30 secondes chacun. 2 échéances importantes. L'élection du Congrès, on verra la détermination de chacun chez les loyalistes à faire en sorte que les choses se passent bien en Nouvelle-Calédonie au niveau local. Nous, Gaël Liano, on le représentera comme candidat. On estime que ça a été un bon président et soit on est suivi par nos collègues, soit un indépendantiste sera élu et après chacun prendra ses responsabilités. En ce qui concerne l'article 27, on a toujours expliqué, même dans le cadre du contrat de gouvernance solidaire qui réunissait nos 3 formations
information en politique qu'on était contre, nous, à l'UCF, le transfert de l'article 27. Il y a déjà beaucoup de compétences qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Et il faut être capable de déjà bien gérer celles qui ont été transférées. Et celles de l'article 27, elles sont quasiment des compétences régaliennes et on n'en a pas besoin aujourd'hui. Rapide mot de la fin pour vous, Harold Martin. Oui, rapide. Alors, Victor Tutugo nous dit que nous, les loyalistes, il faut qu'on s'entende et qu'il est prêt à donner un coup de main. Alors, comme il a déjà donné un coup de main au gouvernement, je comprends donc que pour le Congrès, le PALECA va voter pour le candidat de Philippe Gomès. L'UNI. Voilà, c'est une formule. Alors ensuite, Gilles Briel dit que... décidément pas sérieux. Non, mais... C'est l'air de Dubaï. Mais comment pas sérieux? C'est bien l'UNI qui a porté ses voix à M. Germain, sinon il ne serait pas président du gouvernement. Comment je suis On ne refait pas l'histoire, M. Martin. C'est une réalité, ça pourrait se reproduire au Congrès. Enfin, le souffle nouveau n'irrigue pas tout le monde, vous avez remarqué. M. Tutugoro vient de dire on est prêt à donner un coup de main en regardant Philippe Gomès. C'est pas moi qui l'a regardé, hein, il a regardé Philippe Gomès. Bon, voilà, j'en prends, mais pourquoi pas? Il faut faire attention si vous regardez M. Tutugoro, quand Gilles Briel dit que les Calédoniens ont évolué, eh bien donc ça ne devrait pas poser de problème qu'un indépendantiste soit président du Congrès. C'est quoi le problème? Il y en a eu un par le passé, ça s'est pas mal passé, hein, il me semble. Bref, enfin en tout cas, nous on a une formation politique importante au Congrès, ben, nous aurons aussi un candidat, bien évidemment. Hein, voilà. Harold Martin, merci et merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. On termine dans la bonne humeur, je dirais. Ce débat aura d'une certaine façon une prolongation dimanche avec l'intervention du représentant de l'État, le haut-commissaire M. Bouvier sera en effet notre invité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'être restés à notre compagnie. Au revoir. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.